Ma sœur leur a demandé de célébrer le mariage dans ma luxueuse hacienda. J'ai dépensé 1,5 million de dollars pour que ce soit parfait, mais j'ai reçu un message froid. Ton invitation est annulée. Nous gardons l'argent. Ils ne savent pas que je suis la propriétaire et qu'ils peuvent tout annuler. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse, où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes, et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. J'ai entendu le son de la boîte vocale, un son froid, impersonnel, qui a coupé le silence de mon bureau à 8 heures du soir. C'était un mardi. J'étais épuisé, mentalement et physiquement. J'avais passé 10 heures d'affilée en réunion, en train de revoir les plans pour la nouvelle aile de banquet de l'hôtel, d'ajuster les menus de la saison d'automne, et de gérer un fournisseur de vin qui avait échoué. Le soleil s'était couché depuis longtemps derrière les vastes champs qui entouraient ma propriété, colorant le ciel d'un bleu profond presque violet. Mon bureau était mon sanctuaire. Les murs étaient recouverts de bois de chêne sombre. Les fauteuils étaient en cuir épais qui sentaient le tabac et le café. C'était le centre de mon univers, un univers que j'avais littéralement construit à partir des ruines. Hacienda La Joya Escondida. Moi, Romina Guerrero, à 34 ans, je l'avais bâti de mes propres mains, avec ma sueur et avec plus de larmes que je ne voudrais l'admettre. J'ai appuyé sur le bouton du haut-parleur, m'étirant le dos et sentant un craquement dans mes vertèbres. Probablement un fournisseur confirmant une livraison en retard ou une annulation de dernière minute. Comme d'habitude. Romina, bonsoir. La voix n'était pas celle d'un fournisseur, elle était douce, chère, et absolument sans émotion. C'était la voix de Laetitia, la wedding planée de ma sœur Vanessa, une de ces femmes qui facturent des milliers de dollars juste pour respirer dans la même pièce que toi. Je t'appelle de la part de Vanessa et Dante. Il y a eu un ajustement dans la liste finale des invités et ton invitation a été annulée. J'ai laissé tomber le stylo en argent que j'avais dans la main. Le bruit a été sec, métallique, contre la surface en acajou de mon bureau. Annulé. La famille de Dante préfère un événement plus exclusif. J'ai senti une douleur glaciale dans mon estomac. Exclusif. Le mariage allait se faire ici, dans mon hacienda, l'endroit le plus exclusif et le plus cher de tout Jalisco, voire de tout le Mexique, un endroit où les listes d'attente étaient de 18 mois. Laetitia a continué, son ton aussi plat que si elle lisait un bulletin météo. Ah, et on m'a demandé de confirmer que le dépôt de 1,5 million de dollars est maintenu comme ton cadeau de mariage. Ils veulent s'assurer que ces fonds restent appliqués à l'événement principal. Merci. J'ai vu la fin du message. Je suis resté à fixer le téléphone. Les mots flottaient dans l'air de mon bureau comme du poison. Annulé. Exclusive. Le dépôt est maintenu, mon dépôt, mon cadeau, mon argent. 1,5 million de dollars, plus de 80 000 dollars. L'air est devenu dense, lourd. J'ai eu l'impression de ne plus pouvoir respirer. J'ai dû m'appuyer sur le bord de mon bureau, ce bureau massif que j'avais acheté aux enchères et qui pesait une tonne. Soudain, une image très claire m'est venue en tête. Ma sœur Vanessa, 2 mois plus tôt, assise dans le fauteuil en cuir en face de moi, pleurant à chaudes larmes. Romy, s'il te plaît, je t'en supplie. C'est l'homme de ma vie, mais sa famille est, tu sais comment ils sont. Ils viennent de l'aristocratie. Si ce n'est pas dans La Joya Escondida, il va me quitter. Je le sais. Sa mère me déteste. Aide-moi, petite sœur, s'il te plaît. Et je l'avais aidé. Bien sûr que je l'avais aidé. Je l'aidais toujours. J'étais la mule de la famille, celle qui réglait tout, celle qui payait les pots cassés. Exclusif. J'ai regardé mes mains. Elles n'étaient plus calleuses à cause de la construction, mais je me souvenais parfaitement de la sensation de la pelle, du ciment, de la sueur froide sur ma nuque. Le dépôt est maintenu. On était en train de m'expulser de ma propre maison, on me faisait payer l'entrée et ensuite on me refusait l'accès. Un rire sec, amer, est sorti de ma poitrine. Ils avaient oublié un détail, un petit, minuscule, insignifiant détail. Vanessa, dans sa course pathétique pour impressionner ses nouveaux beaux-parents snobs, leur avait menti. Elle leur avait dit que j'étais la directrice générale, une simple employée d'un fonds d'investissement suisse qui était le vrai propriétaire, une employée qu'elle pouvait manipuler. Je me suis levé, j'ai marché lentement vers la grande baille vitrée qui donnait sur les jardins illuminés, les mêmes jardins où dans exactement 3 jours, ma sœur devait se marier.
Laetitia se trompait, Vanessa se trompait, et cette sorcière d'Elodia se trompait définitivement. Je n'étais pas la directrice. Je suis la propriétaire, ai-je murmuré au reflet pâle que me renvoyait le verre. Je suis l'unique et absolu propriétaire. Et s'il pensait qu'il pouvait me voler 1,5 million de dollars et m'humilier de cette façon, il n'avait pas la moindre idée de ce qui allait se passer. Si toi qui écoutes ça, tu t'es déjà senti invisible, si tu as déjà tout donné à ta famille juste pour qu'ils te traitent comme le paillasson où l'on essuie ses chaussures, mets un like à cette vidéo et abonne-toi. Parce que je vais te raconter dollar par dollar comment j'ai transformé la plus grande trahison de ma vie en la leçon la plus chère de la leur. Pour que vous compreniez pourquoi Vanessa, ma sœur aînée de 2 ans, pensait qu'elle pouvait s'en tirer. Vous devez comprendre notre enfance, vous devez comprendre la dynamique de notre famille. Nous avons grandi à Guadalajara, pas dans les beaux quartiers comme Providencia ou Chapultepec. Nous avons grandi dans un quartier de classe ouvrière, dans une petite maison sociale aux murs de papier, où l'odeur des haricots frits et le son des télénovelas de 17h étaient la bande sonore permanente de notre vie. Dès le jour où Vanessa est née, elle a été désignée comme la princesse. Elle était blonde, de beaux yeux clairs, mince, avec ce sourire facile et charmant qui faisait que les tantes lui pinçaient les joues et que les voisins lui pardonnaient tout. Elle était la jolie. Et puis, 2 ans plus tard, je suis arrivé. Moi, j'étais l'intelligente. Dans ma famille, être l'intelligente, c'était en fait un prix de consolation. Cela voulait dire que tu étais la responsable, celle qui avait de bonnes notes, celle qui ne faisait pas de problème et donc celle qui n'avait pas besoin d'attention, celle qui pouvait se débrouiller seule. Vanessa, à 36 ans, vit encore du fait d'être la jolie. Moi, à 34 ans, j'ai appris à vivre malgré le fait d'être l'intelligente. Ma mère, Griselda, était le moteur de cette dynamique. Maman avait été jolie aussi. Mais elle s'était mariée jeune et la vie de quartier l'avait fanée rapidement. Elle voyait en Vanessa sa deuxième chance, son chef-d'œuvre, son billet pour sortir de la médiocrité. Papa Ruben était comptable, un homme gris, silencieux, absent, qui vivait plongé dans ses chiffres et qui n'apparaissait que pour acquiescer à ce que disait maman et pour se plaindre que le gouvernement lui volait son argent. J'ai une collection de souvenirs, un musée de la douleur personnelle qui illustre ça parfaitement. Si vous voulez, on peut visiter la première salle. L'article principal de la collection est « L'incident de la robe ». Vanessa avait 15 ans et moi 13. La fille de Don Ignacio, le propriétaire de la chaîne de boucherie, le riche du quartier, allait fêter ses 15 ans en grand, dans une salle de fête. Vanessa était invitée. Évidemment, elle ne voulait pas être une simple invitée, elle voulait être la star, voler la vedette à la fêter. Elle s'est obsédée avec une robe qu'elle avait vue dans une boutique du centre. Une robe bleu pâle, vaporeuse, avec des perles sur le corset. Elle coûtait une fortune. Papa a dit qu'il n'en était pas question. C'est le salaire d'une semaine, cria-t-il. Maman a dit, on verra. Ce qui voulait toujours dire oui. Moi, à ce moment-là, je travaillais depuis 6 mois. À 13 ans. Je travaillais dans une palteria après l'école. Mon service était de 16h à 20h. Je lavais les grands bacs collants de fraises et de mangue, je nettoyais les sols collants d'eau d'horchata. Je supportais les enfants qui touchaient à toutes les glaces. Tout ça pour économiser. J'avais un rêve, acheter une guitare électrique d'occasion. Une imitation rouge de Fender Stratocaster que j'avais vue dans un magasin de prêt sur gage pour 1500 $. Un vendredi après-midi, je suis rentré à la maison, morte de fatigue, trempée de sueur et sentant la vanille, et je suis allé directement à ma cachette, une vieille boîte à chaussures de mon père sous mon lit. Elle était vide. Les 1500 $ que j'avais économisés, billet par billet, avaient disparu. J'ai couru à la cuisine avec le cœur dans la gorge. Maman coupait des oignons pour le dîner. Maman, mon argent. Où est mon argent? Elle ne m'a même pas regardé. Elle a continué à couper. Ah, Romina, s'il te plaît, ne commence pas avec tes drames. Tu es trop bruyante. Mon argent pour la guitare, maman, il était dans la boîte. Il n'y est plus. Elle a posé le couteau. L'oignon la faisait pleurer, mais ses yeux étaient secs. Elle m'a regardé avec cette expression de martyr, de victime perpétuelle, qu'elle savait si bien faire. Ta sœur avait besoin de la robe. Qu'est-ce qui est plus important, ma fille? Ce machin bruyant que tu voulais acheter ou que ta sœur paraisse décente à la fête? Quelque chose s'est brisé en moi. Un déclic.
Mais j'ai travaillé pour ça pendant 6 mois. Et tant mieux, a-t-elle dit en revenant à l'oignon. Ça t'apprend la valeur du travail, ça forge le caractère. Elle a fait une pause. Vanessa, elle, est plus sensible. Elle n'est pas faite pour le travail dur. Elle a besoin de soutien. Elle s'est essuyée une larme, cette fois bien à cause de l'oignon, avec le dos de la main. Mais elle doit trouver un bon mari, Romy. Elle doit se faire des contacts. Toi, tu as ton intelligence. La vie est comme ça. Toi, tu sais toujours comment te débrouiller seul. Me débrouiller seul. Ça a été ma condamnation. Je n'avais pas besoin de soutien, ni de belles robes, ni de guitare, ni de rêve. J'étais seulement la mule, l'intelligente, celle qui devait comprendre et se débrouiller. Vanessa a mis la robe. Elle était magnifique. Elle a été la reine de la fête. Elle ne m'a jamais remercié. Quand je lui ai fait un reproche, elle m'a dit. Oh ça va, Naka, ce n'était que de l'argent. Ce jour-là, j'ai arrêté de rêver aux guitares et j'ai commencé à rêver d'autre chose. J'ai commencé à rêver d'indépendance. J'ai commencé à rêver de murs si épais que je ne pourrais entendre personne pleurer. Et d'un compte en banque si grand, si à moi, que personne ne pourrait me voler mes rêves d'une simple boîte à chaussures. J'ai appris la mauvaise leçon. Bien sûr. J'ai appris que la seule façon de gagner l'amour de ma mère, ou au moins son attention, était d'être celle qui arrange les choses. Je suis devenue la réparatrice officielle de la famille. Et Vanessa, elle a appris cette même nuit que peu importe ce qu'elle voulait, peu importe le prix, Romina, la mule, trouverait toujours un moyen de le payer. Avançons vite. Mon plan d'indépendance n'était pas un rêve d'adolescente, c'était un plan d'évasion. Mon intelligence, celle que ma mère utilisait comme lot de consolation, était ma seule arme. Mon plan m'a mené à étudier la gestion touristique et hôtelière. J'ai obtenu la note la plus haute de ma génération à l'examen d'admission et j'ai eu une bourse presque complète. Je dis presque, parce que mes parents devaient payer une petite cotisation chaque semestre. Ils l'ont payé les 2 premiers semestres. Au 3e semestre, Vanessa, qui avait commencé à contre-cœur des études de design de mode, parce qu'elle avait bon goût, a décidé que l'université l'opprimait dans sa créativité et elle a abandonné. Et qu'est-ce qu'une princesse opprimée fait? Elle part en voyage. Elle a décidé qu'elle devait trouver sa passion dans un voyage de 3 mois à la Riviera Maya avec ses amis friqués. Papa, dit-elle au dîner, j'ai besoin que tu me soutiennes. C'est un investissement pour mon avenir. Papa, comme toujours, a regardé maman. Maman, comme toujours, a souri. Bien sûr, ma fille. Ton père et moi, nous te soutenons. Une semaine plus tard, quand je suis allé payer ma réinscription, mon paiement a été refusé. Fonds insuffisants. J'ai appelé mon père à son bureau. Ah oui, Romina, à propos de ça, dit-il gêné. Il y a eu un imprévu. Ta sœur, eh bien, son voyage a été plus cher que prévu, et la vérité c'est que tu es déjà grande, tu as une bourse, tu ne peux pas trouver un travail ou quelque chose pour tes frais. Papa, j'ai déjà un travail. Je suis serveuse le week-end. Eh bien, trouvons un autre. Clic, il a raccroché. Cette nuit-là, pendant que Vanessa postait des photos sur Facebook, levant son verre de margarita à Playa del Carmen, moi, j'étais au bureau des services scolaires en train de supplier une bureaucrate de me donner un délai de paiement, acceptant en échange un travail à mi-temps à la bibliothèque de l'université. J'ai avalé des couleuvres. J'en ai avalé beaucoup. Je suis sorti diplômé avec les honneurs. Ma thèse portait sur l'optimisation des services de luxe dans les resorts à haute densité. Mes parents ne sont pas venus à ma remise de diplôme. Vanessa avait un engagement. Avec mon diplôme sous le bras, je suis parti à Cancun, pas en vacances, mais pour travailler. J'ai commencé tout en bas de la chaîne hôtelière, comme réceptionniste de nuit dans un hôtel 5 étoiles. Le service de 23h à 7h. Le cimetière. J'ai supporté des Américains ivres, des couples infidèles qui se disputaient dans le hall. J'ai nettoyé du vomi, j'ai subi des attouchements de chefs dégoûtants. J'ai appris l'anglais de force, en écoutant et en répétant. Mais j'ai aussi appris le métier. J'ai appris comment fonctionnait chaque engrenage du monstre de l'hôtellerie. J'ai appris à lire un état de résultat. J'ai appris à gérer des inventaires. J'ai appris à sourire quand j'avais envie de tuer quelqu'un. J'ai gravi les échelons vite, de réceptionniste à superviseur de nuit, puis à chef de réception,
puis à directrice des opérations. À 28 ans, j'étais directrice des opérations d'un des resorts les plus luxueux de Cancun. Mais moi, je ne voulais pas être employé. Je voulais être la propriétaire. J'ai économisé chaque centime. Je vivais dans un minuscule taudis au centre de Cancun, avec un ventilateur bruyant et des cafards. Je mangeais du thon en boîte et du riz blanc. Ma famille pensait que j'étais folle. « Mais pourquoi tu économises autant, Romy ?» me disait ma mère au téléphone. Vanessa a rencontré un très bon garçon. C'est DJ dans une boîte à la mode. Tu devrais venir au mariage? Je ne suis pas allé à ce mariage non plus. Elle a divorcé 6 mois plus tard, quand elle a découvert que le DJ vivait avec ses parents. Un de mes rares week-ends libres, j'ai pris un bus de seconde classe vers l'intérieur du pays pour explorer. Et c'est là que je l'ai trouvé. À 1 heure de Tequila, caché au bout d'un chemin de terre que même Google Maps n'affichait pas, il y avait une ancienne hacienda du 19e siècle, ou plutôt ce qu'il en restait. Elle était en ruine. Le toit du bâtiment principal s'était effondré depuis des décennies. Les murs en adobe étaient couverts de graffitis et d'humidité. Il y avait des serpents à sonnettes dans ce qui avait été la cuisine principale. L'aqueduc de pierre était cassé. C'était un désastre absolu, mais j'ai vu les os. J'ai vu les arcs de pierre de taille de 200 ans toujours debout. J'ai vu les poutres en bois noble, pourries, mais présentes. J'ai vu la chapelle effondrée et les champs d'agaves sauvages qui poussaient autour, têtus, magnifiques. J'ai vu la Joya Escondida. Je suis rentré à Guadalajara et je suis allé à la banque avec mon plan d'affaires de 50 pages. J'avais mes économies de 10 ans. Le directeur, un type en costume brillant, a ri dans ma face. « Señorita Guerrero », dit-il avec condescendance, c'est une fantaisie. C'est un trou à rats au milieu de nulle part. Vous avez besoin du double de ce que vous demandez juste pour la démolition. Je vous conseille d'acheter un petit appartement à Zapopan. Désespéré, humilié, j'ai commis une dernière erreur. J'ai demandé de l'aide à mon père. Je l'ai rencontré dans un café. Je lui ai montré les chiffres, le plan, ma passion. Papa, je ne te demande pas d'argent, je te demande d'être mon garant. Le plan est solide. Les chiffres. Il m'a interrompu sans même regarder le dossier. Romina, c'est un trou à rats. Tu vas jeter tout ton argent, celui que tu as gagné avec tant de peine, à la poubelle. Pourquoi tu ne poses pas plutôt les pieds sur terre? Achète-toi une nouvelle voiture. Ou mieux, prête à ta sœur pour qu'elle ouvre son salon de beauté. Elle a vraiment du goût pour les affaires. Je suis sorti de ce café en me sentant exactement comme cette petite fille de 13 ans à qui on avait volé l'argent de sa guitare. Il ne me restait qu'une option. Mon oncle Hector. L'oncle Hector est le frère cadet de mon père, la brebis noire de la famille Guerrero. Un ranchero de la vieille école, peu bavard, avec des bottes poussiéreuses et des mains tannées par la gave. Il était le seul de la famille à avoir construit quelque chose de réel par lui-même, sans prétention. Je suis allé à son ranch. L'odeur de terre mouillée et d'agave cuit remplissait tout. Je ne lui ai pas apporté mon plan d'affaires bien rédigé, je lui ai seulement apporté mon cœur. Et Tio, lui ai-je dit, pendant que nous étions debout à côté de ces fours en briques, j'ai trouvé un endroit. Tout le monde dit que c'est de la poubelle. Tout le monde dit que c'est un trou à rats. Il m'a regardé fixement pendant une longue minute. Ses yeux étaient clairs, pénétrants. Puis il a regardé mes mains, qui à ce moment-là étaient déjà rêches et couvertes de cicatrices à cause de mes années de travail. Ton grand-père, dit-il d'une voix rauque, avait ses mains. Ton père a des mains d'employé de bureau. Il a sorti un carnet de sa chemise en jean. Je n'ai jamais aimé ton père. C'est un lâche. Mais toi, tu as le courage qui lui a manqué. Combien il te faut pour que ces idiots de la banque te donnent le prêt? Il s'est porté garant. Il a risqué une partie de son ranch d'agave pour moi. Les 2 années suivantes n'ont pas été un enfer, ça a été pire. J'ai vécu dans une tente sur la propriété. Je dormais avec une machette à côté de moi. J'ai appris la plomberie, l'électricité, la maçonnerie, et comment traiter avec des syndicats corrompus. J'ai crié, transpiré, saigné, pleuré de rage et de frustration. Vanessa m'a rendu visite une fois. Elle est arrivée dans l'Audi que je l'avais aidé à acheter après qu'elle ait écrasé l'ancien. Elle portait des talons blancs impeccables. Elle est descendue, a mis le pied dans une flaque de boue et a failli avoir une crise. Ah, Burke, Romy,
quelle horreur. Tu vis vraiment ici? Ça pue. Elle a regardé les maçons, les murs à moitié construits, la poussière flottant dans l'air. Je ne comprends pas, dit-elle avec une confusion sincère et absolue. Tout cet effort, travailler comme un ouvrier, pourquoi? Pour servir des margaritas à des riches que tu ne connais même pas. Ah, sœur, sérieusement, c'est pathétique. Pathétique. Ce mot est resté gravé en moi. 3 ans après cette visite, la Joya Escondida a ouvert ses portes et ce fut un succès total. Le magazine Bob l'a nommé le mariage destination de l'année. Le succès a un goût étrange. Il a le goût de la victoire, oui, mais c'est aussi un aimant. Il attire les parasites. Du jour au lendemain, j'étais devenu la fierté de la famille. Papa Ruben, l'homme qui m'avait traité de folle et qui avait refusé d'être mon garant, emmenait maintenant ses clients importants de comptabilité manger dans mon restaurant, avec une remise familiale de 50% bien sûr, pour frimer la hacienda de ma fille, la femme d'affaires. Maman Griselda, de son côté, avait commencé à agir bizarrement, pleine de compliments faux. Oh, ma fille, comme tu es intelligente. Exactement comme moi. Et puis, inévitablement, venait le coup de couteau. Il dit, Romy, maintenant que tout va si bien pour toi et que tu as tant d'employés, tu devrais donner un petit poste à ta sœur, quelque chose dans les relations publiques pour qu'elle se fasse des contacts. Elle a tellement de classe, elle serait l'image parfaite pour ton entreprise. Moi, bien sûr, je donnais de l'argent à Vanessa. Je lui payais la voiture, l'assurance, le loyer de son appartement dans le beau quartier de Guadalajara. Mais un travail? Je savais que ce serait un désastre. Vanessa ne se levait jamais avant 11 heures du matin. Puis Vanessa a rencontré Dante. L'ironie est cosmique. Elle l'a rencontré justement lors d'un événement de charité que mon entreprise de traiteur, Sabor Authentico, servait. Moi, j'étais dans les cuisines, dans le chaos, en train de vérifier que les moles ne brûlaient pas et que les tortillas sortaient chaudes. Je portais ma veste de chef, les cheveux attachés, et sûrement une tache de molle sur la joue. Vanessa est entrée, flottant au bras d'un type qui semblait sortir d'un catalogue de vêtements de luxe, grand, avec des traits parfaits, un costume qui valait plus cher que ma première voiture et un air d'ennui suprême. Romy, chantonna-t-elle, viens, je veux te présenter quelqu'un. Je me suis essuyé les mains sur mon tablier et je suis sorti. Dante, je te présente ma petite sœur Romina. C'est elle qui gère tout ça. Dante Alarcon. Des Alarcon de Publa. Une famille de haute lignée, comme Vanessa ne cessait de répéter. Dante m'a regardé de haut en bas. Son regard s'est arrêté sur ma tache de molle. Il m'a serré la main. Une poignée molle, morte, comme si j'étais un poisson. Ah, dit-il avec un petit sourire. La fameuse sœur travailleuse. Il a dit travailleuse comme si c'était une maladie honteuse, comme si sentir la nourriture et l'effort était quelque chose d'embarrassant. C'est toi qui gères cet endroit, n'est-ce pas, demanda-t-il. Vanessa s'est empressée d'intervenir, nerveuse. Romina est la directrice générale de tout. Mon amour, c'est un génie. La main droite des propriétaires. Moi, je n'ai rien dit. Je gère l'endroit. Directrice générale, main droite. Ok. J'ai laissé la mensonge flotter. J'étais trop fatigué pour discuter. Quelques semaines plus tard, ils ont organisé un dîner pour présenter les familles. Dans mon hacienda, bien sûr, à la demande de Vanessa, pour impressionner. C'est là que j'ai rencontré la vraie méchante de cette histoire, Elodia, la mère de Dante. Une femme mince comme un crayon, avec un collier de perles si serré qu'il semblait l'étrangler et un regard qui gelait l'âme. Le dîner a été une torture. Elodia a critiqué le vin, qui venait de ma cave privée et qui avait gagné des prix internationaux. À Publa, dit-elle en traînant ses mots, nos vignobles familiaux sont plus anciens. Puis elle m'a regardé, moi, l'hôtesse, la propriétaire, celle qui payait le dîner. Et toi, Romina, tu es toujours célibataire. Ah ma chère, ça doit être difficile de trouver un partenaire avec autant de travail. Vanessa a ri. Un petit rire nerveux, aigu, cherchant l'approbation d'Elodia. Ce fut le moment le plus révélateur. Elodia m'a demandé mon travail. Je lui ai expliqué rapidement que j'avais construit l'hacienda à partir de rien. Elle a levé un sourcil parfaitement épilé. Quelle industrie? Quel nouveau riche? Dans ma famille, on ne parle pas de travail,
ma chère, on parle d'héritage. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, et que je découvrirai beaucoup plus tard, c'est que l'héritage des Alarcon était en ruine. L'ancienne fortune familiale avait disparu. Ils étaient noyés dans les dettes. Dante n'était pas un prince, c'était une fraude. Et Vanessa, avec sa sœur riche qu'il croyait n'être qu'une directrice avec accès, était leur bouée de sauvetage. Je n'étais pas la sœur. J'étais l'appât. Et c'est alors, à ce dîner, que le mensonge de Vanessa s'est solidifié. Elle m'a emmené dans la cuisine. Romy, s'il te plaît, me souffla-t-elle pendant que je vérifiais le dessert. Je leur ai dit que tu n'étais que la directrice. C'est qu'ils sont très spéciaux, très classe. Je ne voulais pas les intimider avec le fait que tu es la propriétaire. Tu sais, les gens sont gênés par ceux qui travaillent. Les intimider? Ai-je demandé, incrédule. Oui, tu me suis, fais-le pour moi. Je crois que c'est le bon. Et moi, l'éternelle idiote, la réparatrice, j'ai accepté. D'accord, Van, comme tu veux. Ça a été mon erreur fatale. J'ai accepté de participer au mensonge qui allait me détruire. J'étais en plein milieu de ma réunion trimestrielle de budget, en train de projeter les bénéfices de l'année suivante, quand mon téléphone personnel a commencé à vibrer encore et encore. C'était Vanessa. Un appel. 2. 5. 10. Je savais que quelque chose n'allait pas. Et excusez-moi un instant, ai-je dit à mon équipe financière qui me regardait avec inquiétude. Je suis sorti dans le couloir en pierre. Le soleil du matin passait par les arcs. J'ai répondu. Je vais mourir, Romy. Je te jure, je vais mourir. Ma vie est finie. C'était un cri hystérique, aigu, le genre de cri que Vanessa utilisait quand elle avait eu un accident de voiture ou quand on l'avait quittée. Vanessa, calme-toi. Respire. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu un accident? Non, pire. Dante m'a demandé en mariage. Je suis resté figé. Mon cerveau s'est bloqué. Et ça, c'est mauvais? C'est pour ça que tu vas mourir? Félicitations, je suppose. Non, idiote, c'est merveilleux. Il m'a donné une énorme bague. Elle doit faire 3 carats. Il y a eu une pause, puis les pleurs sont revenus, mais cette fois avec une panique pure. Mais c'est la famille, Romy. C'est Elodia. Ah, Elodia. La sorcière aux perles. Qu'est-ce qu'il y a avec elle? C'est un monstre. Elle m'a dit qu'elle est heureuse, mais que le mariage doit être digne du nom Alarcon. Vanessa a avalé sa salive. On entendait sa respiration agitée. Elle veut que ce soit à la Joya Escondida. Bon, Van, ça peut s'arranger. On en a déjà parlé. Je suis la propriétaire. Je peux vous faire un prix famille. Tu ne comprends pas, cria-t-elle, et sa voix s'est brisée. Ils ne veulent pas une réduction. Ils le veulent presque gratuit. Dante a dit que ma famille était puissante. Il croit que tu es mon employé et que les propriétaires suisses peuvent t'obliger à nous donner le lieu comme une faveur. Je me suis frotté l'arête du nez si fort que j'ai failli me crever un œil. L'ancien mal de tête, bien connu, celui que Vanessa me donnait, revenait. Van, pourquoi diable tu as dit ça? Pourquoi tu continues ce mensonge? Je devais les impressionner. Tu ne comprends pas la pression, Romy. Elodia me déteste. Elle pense que je suis une arriviste. Vanessa, c'est de la manipulation. Ce type est un salaud. Il t'utilise. Je m'en fiche. Oui, je m'en fiche s'il m'utilise. C'est Dante Alarcon. C'est l'homme de ma vie. Je suis déjà vieille, Romy. J'ai 36 ans. 36. Tu comprends? Je ne vais pas trouver quelqu'un d'autre. C'est ma dernière chance. Ma dernière chance. Le silence s'est prolongé. J'entendais sa respiration hachée. Je pouvais sentir la désespérance à travers le téléphone. C'était le même sentiment de panique que j'avais ressenti quand mon père m'avait dit qu'il ne paierait pas l'université. Et la Romina de 13 ans, la réparatrice, la mule, celle qui était accro à être l'héroïne, a levé la tête. Mon cerveau de femme d'affaires, la Suyo qui avait bâti un empire, criait « Danger !» Cours. Raccroche. C'est un piège.
Mais mon cœur idiot, ce cœur formé par 30 ans d'abus émotionnels de ma mère pour résoudre les problèmes de Vanessa, a chuchoté, juste cette fois. C'est la dernière. La vraie dernière. Si tu fais ça, Vanessa sera heureuse, elle se mariera. Maman sera heureuse. Papa sera fier. Enfin, nous serons une famille normale. Tout le monde te remerciera. Quelle idiote, quelle naïve j'ai été. Arrête de pleurer, Van, ai-je dit, ma voix sonnant résignée, morte. Dis-leur oui. Amène tes gens à l'hacienda. Dis-leur que la directrice va leur faire un tour. On arrangera ça. Vraiment, Romy? Vraiment? Je te jure, je te rembourserai. Je t'adorerai toute ma vie. Sa voix a changé en une seconde, passant de la panique à une douceur mielleuse. Oui, ai-je dit en raccrochant. Je le ferai. Je suis revenu à ma réunion de budget. Et excusez-moi, ai-je dit à mon équipe. Je dois aller éteindre un incendie. Un incendie de 1,5 million de dollars. Mais mon esprit n'était déjà plus dans les chiffres, il était dans le trou que je venais de creuser pour moi-même. Ils sont arrivés le samedi suivant. Ils ne sont pas arrivés dans l'Audi que je payais à Vanessa. Ils sont arrivés dans une vieille Mercedes-Benz couleur champagne, avec de la rouille visible sur les pare-chocs. Un modèle comme de 1989. Ça aurait dû être mon premier signal rouge sur l'héritage financier des Alarcon. C'était de la pure façade. Elodia est descendue de la voiture comme si elle était la reine d'Angleterre descendant de son carrosse, lunettes de soleil sur le nez alors qu'il faisait nuageux. Bien sûr, Dante arrivait le front plissé, tapotant sur son téléphone comme si tout le paysage l'offensait. Vanessa a couru vers moi, tremblante. « Romy, s'il te plaît, sois gentille », me murmura-t-elle en me serrant le bras avec ses ongles parfaitement soignés. « Ils sont difficiles. Suis-moi, fais semblant. Je suis la propriétaire, Van. C'est eux qui devraient être aimables avec moi. » Vanessa est devenue pâle. « Chut. Tais-toi. Ne dis pas ça. Il croit que tu es la directrice. Fais juste semblant, s'il te plaît. » Avant que je puisse protester, Elodia était devant moi. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Elle ne m'a pas tendu la main. « Tu dois être Romina. »« Oui, Madame Alarcon. »« Bienvenue à la Joya. »« Oui, oui, me coupa-t-elle. »« C'est joli, très rustique. » Elle a dit rustique comme si c'était une insulte. Maintenant, Vanessa dit que tu as l'autorité pour négocier et prendre des décisions. Ne me fais pas perdre mon temps. Montre-moi le salon principal. Le tour a commencé, et le cauchemar aussi. Mon directeur général, Sergio, un homme brillant et professionnel qui était avec moi depuis les ruines, nous accompagnait avec une chemise et un sourire crispé. Voici notre salon des miroirs, dit Sergio en ouvrant les portes en acajou. Il peut accueillir 400 invités et comme vous voyez, les lustres sont en cristal de Bohême. Non, dit Elodia en s'arrêtant net. Sergio a cligné des yeux. Et excusez-moi. Non. C'est sol en terre cuite, que c'est rustique, que c'est vulgaire. Elle s'est tournée vers moi. Je veux de la moquette perse blanche. Partout. Sergio et moi nous sommes regardés. Recouvrir ce sol ancien coûterait une fortune et détruirait toute l'esthétique. Dante a enfin levé les yeux de son téléphone. Et cette cheminée est horrible. Elle est vieille. Il faut l'enlever. Mettre quelque chose en marbre, plus moderne. L'enlever? C'était la cheminée originale de 1890 en pierre rose. La pièce centrale du salon. Monsieur Alarcon, dis-je en essayant de garder une voix aimable de directrice, cette cheminée est une pièce historique protégée, mais nous pouvons la couvrir avec un. Protégée par qui? Par les Indiens? Se moqua-t-il. Mais le pire, c'est quand Elodia s'est arrêtée à côté de la fontaine du patio central. Le soleil tapait fort. Elle s'éventait avec la main. Elle m'a regardé, m'a vu transpirer un peu sous la tension et, elle a claqué des doigts. Littéralement, elle a claqué des doigts. « Fille, dit-elle d'une voix de fouet. J'ai soif. Apporte-moi une eau minérale en bouteille, bien sûr. Perrier et un citron. Vite. Qu'est-ce que j'attends? Je suis resté figé. Le sang m'est monté à la tête si vite que j'ai eu des vertiges. J'ai entendu le petit rire étouffé de Vanessa derrière moi.
C'est Sergio qui est intervenu. Sa voix était dangereusement calme. Madame Alarcon, Mademoiselle Guerrero est la directrice exécutive de cette propriété. Je vais demander à un serveur de vous apporter votre eau avec plaisir. Elodia l'a foudroyé du regard, mais elle a compris le ton. Peu importe, mais qu'il se dépêche. Le reste du tour a été pareil. Ils ont critiqué la chapelle, trop mexicaine. Ils ont critiqué mes chefs. Nous voulons un chef français. Pas cette nourriture ranchera trop lourde. Finalement, nous nous sommes assis dans mon bureau. Mon bureau. Elodia s'est assise dans ma chaise, la chaise du chef, sans demander. Moi, j'ai dû prendre une chaise de visiteur. Sergio a courageusement posé la cotisation sur la table. C'était le prix de revient, sans bénéfice pour moi, seulement de quoi couvrir le personnel, la nourriture, les fleurs de base et les frais d'opération. 3 millions de dollars. Dante a vu le chiffre et est devenu pâle comme du papier. Elodia a ri. Un rire sec, comme une toux. Qu'est-ce que c'est que ça? 300 000? 3 millions, madame, dit Sergio fermement. Elodia s'est levée de ma chaise. C'est une insulte, une escroquerie. Vanessa, quelle influence as-tu ici? Je pensais que cet employé était ton ami. Je pensais qu'on aurait un traitement spécial. Mais, balbutia Vanessa. Et alors elle a commencé son spectacle, digne d'un Oscar. Vanessa s'est mise à pleurer. Des larmes de crocodile, bruyantes, théâtrales, coulant sur son visage parfaitement maquillé. Tu m'avais dit que tu arrangerais ça, Romina, cria-t-elle en me pointant du doigt. Tu m'humilies? Tu savais qu'on ne pouvait pas payer ça. Tu le fais exprès. Bien sûr, comme toi tu ne vas pas te marier, tu veux que moi non plus je ne me marie pas. Tu es jalouse de moi. Tu as toujours été jalouse. Je suis restée sans voix. Jalouse, moi, d'elle? Dante et Elodia me regardaient maintenant comme si j'étais la méchante. Ma mère m'avait bien entraîné. La faute, d'une façon ou d'une autre, était toujours la mienne. J'étais piégé. Si je disais la vérité, je suis la propriétaire et vous êtes des malpolis, des miséreux, sortez d'ici, Vanessa perdait son prince. Sa vie s'écroulait. Si je me taisais, il me dévorait vive. Mon interrupteur de réparatrice s'est allumé comme un court-circuit. Assez, dis-je, ma voix sonnant morte, sans émotion. J'ai sorti mon chéquier personnel. Celui de mon compte privé, pas de l'entreprise. Le dépôt standard est de 50%. 1,5 million de dollars. J'ai écrit le chèque à l'ordre de Hacienda La Joya Escondida S.A. de CV. Je l'ai signé, Romina Guerrero. C'est mon cadeau de mariage, Vanessa, dis-je sans la regarder. Je l'ai posé sur la table. Le reste, vous le payez en mensualité ou comme vous voulez. Il y a eu un silence. Vanessa a arrêté de pleurer immédiatement. Elodia a regardé le chèque. Elle a vu mon nom, elle a vu le montant. Elle a regardé Dante, puis elle m'a souri. Un sourire mince de vipère. Triomphante. Bien, dit-elle en prenant le chèque. C'est un début. Nous acceptons. Au moment où ce chèque de 1,5 million de dollars a été déposé sur le compte de l'entreprise, j'ai cessé d'exister. Instantanément. Le lendemain, Vanessa m'a appelé. Sa voix n'était plus paniquée. Elle était efficace, froide, avec un nouveau ton d'autorité que je ne lui connaissais pas. Romy, merci pour hier. C'était généreux, très généreux de ta part. De rien, Van. Maintenant, pour la planification, j'ai besoin que mon équipe. Ah, à propos, me coupe ATL. Justement je t'appelais pour ça. Figure-toi qu'Elodia et moi avons décidé que, pour que tu ne stresses pas et comme tu es très occupé à gérer la Hacienda, nous allons engager une wedding planée professionnelle. Une vraie. Van, je suis wedding plané. Mon équipe organise 100 mariages par an. Des mariages de célébrités. Oui, mais ce n'est pas pareil, Romy. Toi tu es hôtelière. Ça, c'est la haute société. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprenne le protocole. Elle fit une pause. Nous voulons que tu profites comme invité, que tu ne te sentes pas comme si tu travaillais, tu comprends? Et c'est ainsi qu'est entrée en scène Laetitia, la wedding planée la plus chère et la plus impitoyable de Publa. Et ma première instruction venant d'elle, via Vanessa, fut
S'il te plaît, Romina, merci pour ton soutien, mais tous les sujets du mariage, sans exception, passent par Laetitia. Elodia et Dante veulent une seule ligne de communication pour éviter les confusions. Ils m'avaient retiré de l'équation. Mon propre équipe, les gens que j'avais embauchés et formés, recevaient maintenant les ordres de Laetitia. Et ces ordres étaient insensés. J'ai essayé d'assister à la dégustation du menu. Mon propre menu, mes propres chefs qui m'adoraient et me respectaient. Je suis arrivé dans la salle de dégustation, un salon spécial que j'avais conçu pour ça. Vanessa, Dante et Elodia étaient déjà assis avec des coupes de champagne. Laetitia m'a arrêté à la porte. Son sourire semblait en plastique. Romina, quel plaisir. Mais ceci est une dégustation privée, seulement pour la famille. Je suis la famille. Je suis la sœur de la mariée. Laetitia m'a donné un sourire faux, condescendant. Vanessa a été très claire. Elle et Elodia pensent que c'est un conflit d'intérêts que tu sois ici. Elles ne veulent pas que les chefs se sentent pressés par leur patronne. Leur patronne? Oui, dit Laetitia sans ciller. Et franchement, Elodia ne veut pas que la fournisseuse donne son avis sur le menu. Elle veut sentir que c'est son expérience de cliente. Je me suis retourné. La rage m'étouffait. Je suis sorti de là avant de dire quelque chose que j'aurais regretté. Je suis allé à l'écurie et j'ai brossé mon cheval, Hector, jusqu'à en avoir mal au bras. La vérité, je l'ai su quelques nuits plus tard. C'était encore pire. J'étais tard au bureau, comme toujours, en train de vérifier les contrats des musiciens. Il était 21h. J'ai entendu des voix dans le patio central. Des rires. C'était Elodia et Laetitia, marchant dans le jardin en vérifiant l'éclairage. Elles ne m'ont pas vu. Je me suis arrêté dans l'ombre d'un arc en pierre. Et assure-toi que la petite sœur directrice ne s'en mêle pas, disait Elodia, sa voix coupante dans l'air de la nuit. Vanessa m'a assuré qu'elle n'est personne, juste une employée de confiance des propriétaires suisses, une petite chatte. Si elle fait des difficultés, menace-la de la dénoncer à ses patrons. Vanessa dit qu'elle a peur panique d'être virée. Laetitia a soupiré. C'est compliqué, Elodia. Le personnel de la hacienda semble très loyal envers elle. Il l'appelle patronat. Patronat? Se moqua Elodia. C'est ridicule. Le personnel, c'est du personnel. Ils sont payés pour obéir. Et Romina, c'est du personnel. Qu'elle n'oublie pas. Elle est ici pour nous servir. Surtout après la commission qu'elle a touchée. J'ai failli tomber. Une commission, demanda Laetitia. Oui, Vanessa nous a expliqué. Les propriétaires suisses donnent à leur directeur un bonus s'ils apportent de gros clients. Ces 1,5 million qu'elle a mis, en réalité, c'est le bonus que la hacienda lui a donné. Elle n'a pas mis un seul dollar, elle réinvestit juste l'argent de ses patrons. C'est pour ça qu'on la laisse croire qu'elle nous a fait une faveur. Je me suis couverte la bouche avec les deux mains. Ce n'était pas seulement un mensonge, c'était un réseau de mensonges. Vanessa ne m'avait pas seulement rabaissé, elle m'avait peinte comme une employée corrompue, une chatte qui prenait des commissions, et que l'argent que j'avais sué pendant une décennie n'était qu'un bonus de prétendus propriétaires suisses. J'ai tout compris. J'ai compris pourquoi ils me traitaient avec autant de mépris. Je n'étais pas seulement la directrice, j'étais la directrice corrompue qui leur devait une faveur. Je suis retourné à mon bureau et j'ai vomi dans les toilettes. Les semaines suivantes ont été un enfer silencieux. Les exigences de Laetitia et d'Elodia, maintenant que je comprenais le mensonge derrière tout ça, étaient encore plus insultantes. Ils voulaient changer les lustres de la salle principale, trop démodés. Ils voulaient que mes jardiniers plantent des tulipes hollandaises en pleine chaleur de Jalisco. Nous n'aimons pas ces fleurs tropicales si communes. Chaque ordre venait avec la même phrase de fin. Impute ça sur le dépôt de Romina. Sergio, mon directeur, venait tous les jours dans mon bureau. Rouge de colère. Patronat, c'est un abus. Il brûle le dépôt en pure stupidité. Les tulipes vont mourir en 2 heures. Ils demandent du homard du Maine pour 300 personnes. Ils veulent refaire les toilettes des visiteurs. C'est de la folie. Tiens bon, Sergio, disais-je la mâchoire serrée. Ma voix n'était plus qu'un fil. Juste tiens bon. C'est ma sœur. C'est presque fini. Je veux juste que ça se termine. Mais, patronat, tiens bon, s'il vous plaît, pour moi.
Il le sentait, mais il me regardait avec une pitié qui me faisait plus mal que les insultes d'Elodia. Mais moi aussi, je me brisais. Le déni est quelque chose de puissant. Je me répétais. Et ils sont occupés. C'est le stress. Vanessa est manipulée. Quand le mariage passera, je lui parlerai, elle comprendra. Puis les invitations ont commencé à arriver. Pas la mienne, bien sûr. J'ai commencé à les voir sur Facebook, sur Instagram. Mes tantes, mes cousines des Haut-Coatlan, toutes postant des photos de boîtes en velours bleu roi avec le monogramme des IV gravé en or massif. Quel luxe, nièce Vanessa. Le mariage de l'année. Merci pour l'invitation. Ma tante Chela m'a appelé. Romy, ma fille, quelle invitation spectaculaire, très lourde, et quel détail si fin. C'est toi qui t'en es chargé, n'est-ce pas? Avec ton bon goût. Non, tante, ai-je dit en avalant ma salive. Je ne l'ai pas vu. Ah comment? Mais ils l'ont envoyé par DHL, c'est sûr que la tienne arrive demain. On se voit là-bas, ma chérie. Quelle fierté. Elle n'est pas arrivée ni le lendemain ni le surlendemain. J'ai envoyé un message à Vanessa. Un simple texto. Van, dit, je n'ai pas reçu l'invitation. Tu as envoyé la mienne? Dis-moi si tu as besoin de mon adresse, et... La réponse a mis 6 heures à arriver. Oh, quel bizarre. Estafeta, c'est le pire. C'est sûrement perdu. Quelle rage. Mais ne t'inquiète pas, évidemment tu es plus qu'invité. Tu es ma sœur. Je t'envoie les infos ici. Elle ne m'a jamais envoyé les infos. Une semaine plus tard, c'était l'enterrement de vie de jeune fille. Je l'ai appris par Instagram. Là, on voyait Vanessa dans le jardin de la maison d'Elodia à Publa, avec une écharpe future Madame Alarcon. Là, on voyait Elodia sourire. Là, on voyait toutes ses amies friquées. Et là, on voyait ma mère, ma propre mère, Griselda. Sur la photo principale, ma mère portait un toast au champagne, riait aux éclats, serrait Vanessa dans ses bras, portant une écharpe maman de la mariée. Moi, j'étais à la hacienda en train de gérer un tuyau cassé qui avait inondé un des entrepôts. J'étais couverte de boue. Ma mère ne m'a même pas parlé de la fête. Le déni est comme une vitre épaisse, mais elle commençait déjà à se fissurer. La goutte qui a fait déborder le vase a été le plan des tables. En tant que directrice, la farce que j'avais moi-même autorisée, j'avais besoin du plan final pour coordonner le personnel de cuisine et les serveurs. C'était une excuse logistique légitime. J'ai écrit à Laetitia. Laetitia, j'ai besoin du plan des tables finales et du nombre d'invités pour l'équipe cuisine. Merci. 5 minutes plus tard, le PDF était dans mon mail. Je l'ai ouvert. Mon cœur battait fort. Table 1, Vanessa Alarcon, elle utilisait déjà le nom Dante Alarcon, Elodia Alarcon et les investisseurs de Dante. Table 2, Ruben Guerrero, Griselda de Guerrero. Mon père et ma mère. Table 3, oncle Hector Guerrero. Lui, oui, il était invité. J'ai cherché mon nom. Contrôle plus F Romina. 0 résultat. J'ai cherché Guerrero. N'apparaissait que mes parents et mon oncle. Je n'y étais pas. Pas à la table d'honneur, pas à la table de famille, pas à la table des amis, pas même à la table du fond près de la cuisine avec les prestataires. Je n'y étais tout simplement pas. Il ne m'avait pas oublié, il m'avait effacé. J'ai senti le sol s'ouvrir. C'était un autre type de douleur. Ce n'était pas la rage pour l'argent, c'était le vide. Savoir que pour ma sœur et pour ma mère, j'étais si insignifiante, si servante, que je ne méritais même pas une place à la fête que je payais. J'ai composé le numéro de Laetitia. Ma main tremblait. L'appel est parti sur la messagerie. J'ai laissé un message. Ma voix tremblait pour la première fois. Laetitia. C'est Romina. Je viens de voir le plan des tables et je ne me trouve pas. Il doit y avoir une erreur, une terrible erreur. S'il te plaît, rappelle-moi. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. J'ai vu un nouveau message vocal. Romina, bonsoir. Je t'appelle de la part de Vanessa et Dante. J'ai écouté le message de Laetitia 2 fois. La première fois, j'ai senti un froid me parcourir le dos et me couper le souffle. La deuxième fois, j'ai senti du feu.
C'était une rage froide, blanche, calculée. La Romina réparatrice de 13 ans, la mule, celle qui supportait tout, est morte à cet instant. Et celle d'aujourd'hui, la propriétaire, la femme qui a construit un empire à partir de rien, celle qui négocie avec des requins internationaux, a pris le contrôle. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Je n'ai rien cassé. Je me suis levé, j'ai marché calmement jusqu'au petit bar dans le coin de mon bureau et je me suis servi un verre d'eau minérale. Ma main ne tremblait pas, mon esprit était clair, cristallin, absolu. Je me suis rappelé le visage de mon oncle Hector. Tu as des tripes. Je me suis rappelé les mots d'Elodia. Fille, apporte-moi de l'eau minérale. Je me suis rappelé le mensonge de Vanessa. C'est pour te protéger. Les gens sont mal à l'aise avec ceux qui travaillent. Je me suis rappelé la voix de ma mère à la fête. Santé pour ma fille, la future Madame Alarcon. Et je me suis rappelé le message de Laetitia. Exclusif. Le dépôt est maintenu. J'ai levé le téléphone. Je n'ai pas appelé Vanessa. Je n'ai pas appelé ma mère. J'ai d'abord appelé mon avocat. Mon avocat d'entreprise. Arturo, bonsoir. Ici Romina Guerrero. Romy, quel plaisir. Tout va bien à la Hacienda? Une question rapide sur la clause 11.b de mes contrats d'événement. Intégrité et éthique. Je lui ai expliqué la situation sans émotion, juste les faits. Le dépôt de 1,5 million de dollars, le mensonge sur le fait que je serais la directrice, le fait d'être désinvité, la rétention du dépôt. Il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne. Un long silence. Tu plaisantes, n'est-ce pas, demanda Arturo, incrédule. Ils ne sont quand même pas en train de te désinviter de ta propre hacienda après que tu aies payé 1,5 million de ta poche et qu'ils t'aient fait passer pour une employée? Exact. Et ils ont menti sur la propriété, te mettant en risque. Romina, dit Arturo, et j'ai entendu un sourire furieux dans sa voix. Ce n'est pas seulement une violation de contrat, c'est une fraude. Fraude avec toutes les lettres. Tu as tout le droit d'annuler l'événement unilatéralement et de retenir le dépôt comme pénalité pour dommages et intérêts. Ils sont morts. Merci, Arturo. C'était tout ce que j'avais besoin de savoir. Passe une bonne après-midi. J'ai raccroché. J'ai composé le second numéro. Celui de Laetitia, elle a répondu à la deuxième sonnerie. Laetitia, bonsoir. Sa voix, efficace et sans âme. Laetitia, c'est Romina, dis-je, la voix calme comme la glace. J'ai reçu ton message. Ah, oui, dit-elle avec un soupir. On sentait qu'elle s'attendait à des cris, des pleurs, des supplications. Écoute, Romina, vraiment, je suis désolé. C'est une situation terrible, mais tu sais comment sont les clients. J'ai une question pour toi, Laetitia, l'interrompis-je, la voix coupante. Tu sais qui est la propriétaire de Hacienda La Joya Escondida? Il y a eu une pause. Eh bien, Vanessa et la famille Alarcon m'ont informé que c'était un fonds d'investissement suisse et que tu étais la directrice générale avec plein pouvoir. Vanessa t'a menti, dis-je sans détour. Il n'y a aucun fonds suisse, aucun investisseur. Je suis la propriétaire, l'unique propriétaire, la détentrice de 100% des parts. Et le 1,5 million de dollars qui est maintenu comme cadeau, c'est mon argent personnel que j'ai transféré de mon compte privé au compte de l'entreprise pour un événement auquel on m'interdit maintenant d'assister. Le silence en face était assourdissant. Je n'ai entendu qu'une inspiration aiguë, comme si elle s'étouffait. Mon Dieu, chuchota Laetitia. Mon Dieu, Romina, je ne le savais pas. Vanessa m'avait juré. Maintenant, repris-je en ignorant sa panique. Parlons du contrat, celui que tu as signé au nom de tes clients. Clause 11.b Intégrité et éthique. Le contrat stipule que tout acte de mauvaise foi, tromperie, fraude ou conduite qui met en danger la réputation de la hacienda de la part du client entraîne l'annulation immédiate de l'événement et la confiscation de tous les dépôts. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Sa voix n'était plus qu'un fil. Je dis qu'à partir de cette seconde, le mariage de Vanessa Guerrero et Dante Alarcon est annulé. Le contrat est nul. Annulé? Cria Laetitia, perdant toute sa contenance. Romina, tu ne peux pas faire ça. Il reste 3 jours. J'ai 300 invités qui viennent en avion depuis Puebla et depuis Mexico. Les fleurs arrivent de Hollande.
Ma réputation est parfaite, dis-je froidement. La tienne et celle de Vanessa, pas tellement. Mais je suis généreuse. Vous avez une option. N'importe laquelle. Dis-moi. Je veux que Vanessa, Dante et Madame Elodia soient dans mon bureau avant 17 heures. Aujourd'hui, dans moins de 2 heures, pour s'excuser en personne et me dire la vérité en me regardant dans les yeux. Si vous n'êtes pas assis ici devant moi à 17h01, mon équipe de sécurité dirigée par Sergio commencera à escorter tout votre personnel et vos fournisseurs hors de ma propriété. C'est clair? Je raccrochai avant qu'il ne puisse répondre et fis un autre appel. Oncle Hector, tu es occupé? Non, ce n'est rien de mauvais, au contraire, c'est quelque chose que tu vas vouloir voir. Peux-tu être dans mon bureau dans 30 minutes? Et si tu peux, apporte cette bouteille de tequila que tu aimes tant. Je pense qu'on va trinquer. L'horloge sur mon mur indiquait 16h50. J'étais assise derrière mon bureau en acajou. Calme, mon pouls était régulier. Je me sentais en paix pour la première fois depuis des mois. Mon oncle Hector était dans un fauteuil dans le coin avec son chapeau texan posé sur son genou, nettoyant ses lunettes avec un mouchoir, sans dire un mot. Il m'avait seulement demandé une chose en arrivant. « Tu es sûr, ma fille ?»« Plus que jamais, oncle, répondis-je. Il hocha la tête. Il était temps. À 16h51, la porte de mon bureau s'ouvrit brutalement. Ils n'ont même pas frappé. La meute entra. Vanessa d'abord comme un ouragan, pleurant, son maquillage coulant, le mascara tachant ses joues. « Romina, s'il te plaît, ne fais pas ça. » Laetitia m'appela. « Tu ne peux pas me faire ça. C'est mon mariage. » Dante venait derrière, rouge de colère. On aurait dit qu'il allait exploser. Elodia entra en dernier, marchant lentement, comme une panthère qui observe sa proie. Elle semblait plus furieuse qu'effrayée. Et derrière eux, mes parents, maman Griselda, se tordant les mains, pâle, et papa Ruben, avec son éternel costume gris, pâle, regardant le sol. « Quel cirque est-ce, gamine ?» aboya Elodia en entrant, ignorant mon oncle. « Qui crois-tu être pour nous menacer ? Nous exigeons que tu reprennes ce mariage. » Immédiatement. Je m'appuyai sur ma chaise, entrelaçant mes doigts sur le bureau. « Je suis la femme qui signait vos chèques, madame, dis-je calmement. La propriétaire de cette propriété. Et vous êtes ici, comme je vous l'ai dit, pour vous excuser. » C'est à ce moment que la réalité frappa Dante et Elodia. Ils me regardèrent, puis regardèrent le luxe du bureau, la qualité des meubles, puis regardèrent Vanessa avec une haine pure. « Propriétaire » cracha Dante. « De quoi parle-t-elle, Vanessa ? Tu avais dit que c'était une employée, une simple gérante. »« Menteuse » cria Elodia. « Tu nous as menti. Tu nous as fait croire que c'était à toi pour en disposer. Tu nous as fait passer pour des imbéciles. » Vanessa se ratatina. Elle devint minuscule. Je voulais vous impressionner. Je savais que si je vous disais que c'était ma sœur la servante, vous ne m'accepteriez pas. Vous êtes de la haute servante. Le mot me frappa, mais c'est mon oncle Hector qui réagit. Il se leva lentement du fauteuil. C'est un grand homme de presque 2 mètres et son ombre couvrit la pièce. « Fais attention à tes mots, Vanessa, dit-il, sa voix grave résonnant dans le silence. Cette servante est la seule personne avec du courage et de la valeur dans cette famille. Et toi, Ruben, dit-il en pointant mon père qui sursauta. Quelle honte! Laisser ta fille être traitée comme ça. Quelle honte de père! Papa devint encore plus petit, si c'était possible. Elodia vit qu'elle perdait le contrôle. Elle vit son mariage de rêve gratuit disparaître. Elle vit sa façade sociale s'effondrer. Elle changea de tactique. Elle força un sourire qui ressemblait à une grimace de douleur. Bon, calmons-nous tous. Il y a eu un malentendu, n'est-ce pas, Vanessa ? Vanessa ne s'est pas bien expliquée. Elle me regarda. Son regard était pur venin. Évidemment, tu es la bienvenue, Romina. Tu es de la famille, dit-elle, famille, comme si j'étais un cafard. Maman Griselda, voyant une chance, courut vers moi. Oui, ma fille. Allez, pardonne-les. C'est le stress. C'est ta sœur. Ta seule sœur. Ne lui gâche pas son jour. Pense à moi.
Pense à ce que les gens vont dire. Je veux l'entendre elle, dis-je sans bouger, en désignant Elodia du menton. Elodia leva les yeux au ciel. On pouvait voir l'effort physique que ça lui coûtait. D'accord, dit-elle entre ses dents. Je te demande pardon. Contente? Elle regarda Dante victorieuse. Allez, allons-y. On est en retard. Elle se tourna vers moi et là elle signa sa condamnation. Dis à ta belle-sœur de dire à ses employés de reprendre le travail. On a un mariage à préparer. Le silence remplit la pièce. Même après tout ça, même en sachant que j'étais la propriétaire, leur arrogance, leur mépris était si profond qu'elle ne pouvait pas s'en empêcher. Dis à tes employés. Vanessa soupira de soulagement, souriant entre ses larmes, pensant qu'elle avait gagné. Ma mère me souriait comme pour dire, tu vois, tout est réglé. Sois gentille. Je regardai mon oncle Hector. Il leva seulement un sourcil. Je me levai lentement de ma chaise. Non, dis-je. Vanessa arrêta net de pleurer. Son visage soulagé se figea. Non, quoi? Non, les excuses ne sont pas acceptées, dis-je. Ma voix remplit le bureau. Elles étaient fausses, arrogantes et une insulte. Et non, je ne vais pas dire à mes employés de faire quoi que ce soit. Elodia pâlit. Cette fois, la couleur disparut vraiment de son visage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les excuses étaient une mascarade. Ça veut dire que vous n'avez rien compris. Vous continuez de me voir comme du personnel de service. Vous continuez de croire que vous pouvez m'écraser. Je marchai vers la porte et l'ouvris. L'événement à la Hacienda La Joya Escondida est annulé. Définitivement. Non. Cria Vanessa en se jetant vers moi. Mon oncle Hector l'arrêta d'un bras ferme comme un mur. Romina, tu ne peux pas. Je t'en supplie. Tu vas me détruire. Il va me quitter. Tu me ruines la vie. Je ne t'ai pas ruiné, Vanessa, lui dis-je en la regardant droit dans les yeux. C'est toi. Le jour où tu as décidé qu'impressionner ces gens était plus important que respecter ta propre sœur. Le jour où tu m'as appelée servante. Et pour l'argent, continuai-je en regardant directement Elodia, qui me fixait avec une haine meurtrière. Le dépôt de 1,5 million de dollars reste confisqué. Clause 11. B. Pénalité pour fraude, mauvaise foi et violation de contrat. Si vous avez un problème, vous pouvez parler à mon avocat. Il s'appelle Arturo. Je peux vous donner sa carte avec plaisir. Dante, qui était resté silencieux, explosa. Mais pas contre moi, contre Vanessa. Arnaqueuse, menteuse. Tu nous avais dit que tu avais de l'argent. Tu nous avais dit que ta famille était importante et que ta sœur était juste une servante glorifiée qui se croit trop. Fais attention à ta bouche, imbécile, rugit mon oncle Hector. Tais-toi, paysan, cria Dante. Assez. Criai-je. Je pris l'interphone de mon bureau. Sergio, entre avec la sécurité, s'il te plaît. La réunion est terminée. Elodia était livide. Tu ne peux pas nous faire ça. On va te poursuivre. On va détruire ta petite hacienda dans la presse. Allez-y, répondis-je en souriant. Ce sera un plaisir d'expliquer au juge comment vous avez essayé de m'arnaquer et comment vous avez menti sur la propriété. Et d'ailleurs, la petite hacienda est évaluée à 20 millions de dollars. Alors bonne chance. Sergio entra avec 2 de mes gardes de sécurité, des hommes grands et sérieux. Sergio, s'il te plaît, escorte la famille Alarcon et mademoiselle Vanessa hors de la propriété. Ils ont exactement 10 minutes pour sortir leurs affaires personnelles des suites. Après ça, ce sont des intrus. Romina, tu es un monstre. Sans cœur. Cria ma mère hystérique. Je te hais, je te hais. Hurla Vanessa pendant que les gardes l'encadraient. Dante et Elodia sortirent sans dire un mot de plus. Leur visage était un masque de haine et de défaite. Ils savaient qu'ils avaient perdu. Ils avaient tout misé sur ma faiblesse et ils avaient perdu. Je fermai la porte derrière eux. Le silence était total. Brisé seulement par les sanglots de ma mère dans le couloir. Je me tournai vers mes parents qui étaient restés figés. Vous deux, dis-je, ma voix tremblant pour la première fois, non de peur, mais d'une colère accumulée depuis 30 ans. Asseyez-vous. Oncle, merci d'être venu. La vraie conversation commence à peine.
La scène qui suivit fut, à bien des égards, pire que la confrontation. Tu es un monstre, dit ma mère en s'effondrant dans une des chaises. Un monstre sans cœur. Comment as-tu pu faire ça à ta propre sœur? Ta seule sœur. Tu l'as humiliée, tu l'as détruite devant son futur mari. Papa Ruben s'éclaircit la gorge en ajustant sa cravate comme si ça allait arranger quelque chose. Romina, c'est très regrettable. Les apparences. Qu'est-ce que les gens vont dire? Annuler un mariage comme ça à 3 jours, c'est une honte pour la famille Guerrero. À apparence. Je l'ai interrompu. Ma voix dégoulinait de sarcasme. Les gens, la honte. C'est tout ce qui vous importe. Je me suis tourné vers ma mère, qui me regardait comme si j'étais une étrangère. J'ai dépensé toute ma vie, ma santé, mon argent, ma jeunesse, à essayer d'acheter votre respect, à essayer que vous me voyiez, à essayer de réparer la famille que vous deux avez cassée avec votre indifférence et votre favoritisme. Tu as vu la photo de l'enterrement de vie de jeune fille? Ai-je demandé. Ma mère a pâli. Et quelle photo? La photo où tu portes un toast, enlaçant Elodia. La même femme qui m'a appelé fille et servante. Et tu n'as rien dit. Tu ne m'as même pas appelé pour me dire qu'il y avait une fête. Où était la famille? Là, maman. Où tu étais trop occupée à être la mère de la mariée. C'était une surprise, balbutia Vanessa. Je ne voulais pas que tu te sentes mal. Assez de mensonges. Ai-je crié en frappant le bureau. Assez de me faire passer pour la méchante parce que je refuse qu'on me piétine. Vous avez créé Vanessa. Vous lui avez appris qu'elle était une princesse. Vous lui avez appris qu'elle pouvait tout avoir sans le mériter et que moi, la mule, j'étais là pour payer les pots cassés. Eh bien, c'est fini. La mule démissionne. J'ai ouvert la porte du bureau. La banque de Romina est fermée définitivement. Partez tous les deux. Papa s'est levé et est sorti sans me regarder. Il savait qu'il avait perdu sa fille, la femme d'affaires à exhiber. Maman m'a regardé avec une haine que je n'avais jamais vue. Tu vas finir seule, Romina, cracha-t-elle. Seule avec tout ton argent. Et tu le mérites. Elle est sortie derrière lui. Je suis resté seul avec mon oncle Hector. Le silence était lourd. Il n'a rien dit, il est simplement allé vers mon bar. Il a sorti la bouteille de tequila anejo que je gardais pour les grandes occasions, celle qu'il m'avait offerte, et a servi 2 verres à tequila. Il m'en a tendu un. Santé, ma fille, dit-il. Pourquoi, oncle? Ai-je demandé. Ma voix s'est enfin brisée. Pour la liberté, répondit-il. Tu viens d'acheter ta liberté, et crois-moi, elle t'a coûté pas cher pour 1,5 million de dollars. Nous avons bu la tequila cul sec. Ça brûlait, mais c'était un bon feu, un feu qui nettoyait. La nouvelle, bien sûr, a explosé. Les commérages à Guadalajara et à Puebla ont été nucléaires. Laetitia, la wedding planée, pour sauver sa propre réputation et probablement parce qu'elle détestait Elodia autant que moi, a fait filtrer l'histoire, anonymement, à tous les blogs de mariage et aux rubriques mondaines. L'histoire de la famille arrogante de Puebla qui a essayé d'arnaquer une propriétaire de hacienda et qui a été remise à sa place. Ma hacienda est devenue une légende. Les demandes de réservation ont triplé. Apparemment, les vrais millionnaires adorent un lieu avec des standards éthiques et une propriétaire à la main ferme. Et Vanessa. Mon oncle Hector a appris tout par un cousin au second degré qui, lui, a été invité au plan B. Désespérée, Vanessa a utilisé le peu d'argent qui lui restait, et sûrement ce qu'elle a volé à mes parents, pour réserver une salle moche dans un restaurant du centre de Guadalajara. Un endroit avec des nappes en plastique et des chaises en métal. Un mariage d'urgence. Cette même nuit, ce fut un désastre. D'après les commérages, Dante s'est saoulée avant le dîner. Vanessa pleurait dans les toilettes. Elodia a refusé de descendre de la voiture. Au milieu du toast à la bière, Dante a levé sa bouteille. « Je porte un toast à ma femme, Vanessa. » cria-t-il aux 30 invités qui étaient venus. La plus grande arnaqueuse de Jalisco. Elle m'a fait croire qu'elle était riche et que sa sœur nous donnerait tout. Et il s'avère que sa sœur n'est qu'une servante glorifiée qui nous a foutus dehors à coups de pied. Il a porté un toast, a jeté la bouteille contre le mur et est parti. Le mariage a officiellement duré 4 heures. 3 mois ont passé. 3 mois d'un silence absolu de la part de ma famille.
Pas un message, pas un appel manqué. Rien. La hacienda était au mieux de sa forme. Nous étions en pleine haute saison, organisant le mariage d'un footballeur célèbre. J'étais dans mon bureau en train de relire un contrat quand Sergio a frappé à la porte. « Patrona » dit-il, l'air mal à l'aise. « Votre sœur Vanessa est à l'accueil. Elle n'a pas de rendez-vous. » Mon cœur a fait un bond. Une seconde, l'ancienne Romina a voulu lui dire de la mettre dehors, mais j'ai respiré. « Qu'elle entre » dis-je. Ma voix était ferme. Une minute plus tard, la porte s'est ouverte. Ce n'était pas la Vanessa que je connaissais. La femme qui est entrée était petite. Elle paraissait minuscule, maigre, pâle, sans une goutte de maquillage. Ses vêtements étaient usés, un vieux jean et un t-shirt. Ses cheveux blonds, dont elle était toujours si fière, montraient maintenant des racines sombres de plusieurs centimètres. Elle avait pleuré, mais il n'y avait plus d'hystérie, seulement une fatigue profonde, grise et lourde. Elle est restée debout près de la porte, comme si elle avait peur d'entrer davantage. « Salut, Romy » dit-elle dans un souffle. « Salut, Vanessa. » Commença-t-elle en avalant sa salive. « J'ai signé le divorce. Dante m'a tout pris. Même la voiture que tu m'avais donnée. Il a dit que c'était un paiement pour dommages émotionnels, pour l'humiliation. Je suis désolé, Van. Ils m'ont mise à la porte de l'appartement. Je vis avec maman et papa, dans ma chambre de petite fille. » Elle fit une pause. « C'est l'enfer. Maman n'arrête pas de pleurer. Papa ne me parle pas. Il me regarde seulement avec mépris. Elle m'a regardé. Romy. Je n'ai rien. Je n'ai nulle part où aller. » Ma main, par pur réflexe, après 30 ans d'habitude, s'est dirigée vers le tiroir où je gardais mon chéquier. L'ancienne Romina, la réparatrice, essayait de sortir, mais Vanessa a levé la main. Une main sans manucure. « Non, je ne suis pas venue demander de l'argent, dit-elle. » Et j'ai vu que, pour la première fois de sa vie, c'était vrai. « Je suis venue, je ne sais pas, pour dire que tu avais raison. » Sa voix s'est brisée. « Je te détestais, Romy. Tu sais ? Je te détestais parce que chaque année je vieillissais et toi, tu devenais plus importante, et moi je n'étais rien. Maman me disait que j'étais la jolie, mais la beauté finie. Et toi, tu as construit tout ça seul. Et moi, je n'ai rien construit, j'ai seulement détruit. » Elle s'est assise par terre, là, près de la porte, et a pleuré. Un pleur silencieux, cassé, de quelqu'un qui a tout perdu. Je l'ai regardé. Je ne sentais plus de rage. Je ne sentais plus ce feu blanc. Je ne sentais pas non plus de pitié. Je sentais de la clarté. J'ai pris l'interphone. « Sergio, pourrais-tu apporter les documents du fonds La Joya, s'il te plaît ?» Vanessa m'a regardé, confuse. « Fonds ?» Sergio est entré, m'a donné une chemise, et est sorti. « Le 1,5 million de dollars de ta pénalité, lui ai-je expliqué en ouvrant la chemise. Je ne l'ai pas gardé. Je l'ai réinvesti. Je lui ai montré les papiers. C'était l'acte constitutif d'une association. Ça s'appelle le fonds La Joya, dis-je. C'est un fonds de bourse complète pour des jeunes femmes travailleuses des quartiers pauvres de Jalisco qui veulent étudier la gestion touristique et hôtelière. Des femmes qui, comme moi, rêvent de construire quelque chose. Vanessa a lu la devise imprimée sur la chemise. Pour des femmes qui n'ont pas honte d'être l'employée, la directrice, ou la propriétaire. Elle m'a regardé, les yeux grands ouverts, pleins de larmes. « Je ne vais pas te donner d'argent, Van, dis-je doucement. Ce chapitre est clos. Mais je vais te donner mieux. » J'ai sorti une carte de mon bureau. C'est le numéro de ma thérapeute. C'est la même qui m'a aidé à arrêter de croire que je devais te sauver à mes dépens. Le premier rendez-vous est déjà payé. Je me suis levé. Si tu y vas. Si tu travailles vraiment sur toi. Si tu veux vraiment construire quelque chose, appelle-moi dans 6 mois. On verra s'il y a un poste pour toi. Un poste débutant, faire la plonge, peut-être. Comme j'ai commencé, moi. Vanessa a regardé la carte. Et d'ici là, dis-je, Sergio t'accompagnera jusqu'à la sortie. Elle a hoché la tête, a pris la carte et est partie sans dire un mot de plus. Elle n'a pas appelé. Pas encore.
Mes parents disent que j'ai brisé la famille, que l'argent m'a rendu dur. Mon oncle Hector dit que j'ai enfin sauvé mon âme. Parfois, la nuit, quand je vois les lumières de ma hacienda, je me demande si j'ai bien fait. Je me demande si la famille est inconditionnelle ou si le respect de soi a un prix qu'il faut être prêt à payer. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Suis-je allé trop loin où le respect se gagne, même si c'est ta sœur? Laisse-moi ton avis en commentaire. J'aimerais savoir ce que tu penses. Et si tu as une histoire semblable, partage-la. Parfois, savoir qu'on n'est pas seul, c'est tout. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager ça avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler sa propre valeur. Merci d'avoir écouté.